Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous en ce mardi 3 septembre où en France vous n'avez toujours pas de Premier ministre? Alors oui, il y a de ce nom-là, comment? Thierry Bourdon, un socialiste apparemment. Mais bon, assez... par contre, aujourd'hui, alors vous avez une bonne nouvelle aujourd'hui. Vous avez Édouard Philippe qui se prononce pour être candidat aux élections présidentielles de 2027. Ça y est, ça commence. Est-ce qu'on va battre le nombre de candidatures de 2022? Oui, parce que vous savez, en France, vous avez les fameuses 500 signatures, les 500 partenariats qui éliminent évidemment tous les petits candidats. En 2022, vous savez combien il y a de candidats qui s'étaient prononcés pour se lancer dans la présidentielle avant les signatures, avant les partenariats? Ils étaient 101. Oui, 101. Alors évidemment, des tout petits partis, des micro-partis, etc. Mais donc évidemment, ça se bataille de façon continuelle. Nous voulons Lucie Castet, alors que ça fait depuis maintenant une semaine qu'on sait que c'est pas elle qui sera nommée. Macron démission, Macron destitution. Oui, mais dans ce cas-là, il faut faire une motion de censure, mais la motion de censure, tu n'as aucune chance qu'elle soit majoritairement votée par l'Assemblée nationale. Puis même si elle est votée par l'Assemblée nationale, il faut ensuite passer au Sénat, et puis après le Sénat, il faut le Conseil constitutionnel. Donc, autant dire, oui, les LFI, continuez à faire votre show, votre cirque. Parce que là, limite, attention les gars, vous commencez à ressembler à un cirque Pinder. Ça devient compliqué finalement. Alors oui, le pays, pendant ce temps-là, il est géré par un gouvernement démissionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, un gouvernement démissionnaire? C'est soit c'est un gouvernement, c'est pas un gouvernement. Je veux dire... Alors ce qui est quand même formidable, c'est qu'évidemment, la situation génère des fanatismes, génère des utopistes. Et c'est assez grave d'ailleurs de lire certaines personnes qui sont hyper convaincues que, par exemple, il y en a, ils sont hyper convaincus que Mélenchon peut très bien demain demander à ses députés de lancer une procédure de motion de censure pour une destitution et que Macron il va se faire virer. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Netanyahou fait ses excuses. Il fait ses excuses parce qu'il n'a pas réussi à sauver les 7 ou 10 otages qui ont été retrouvés. Apparemment, il était tué une balle dans la tête, enfin dans la nuque. Le problème, si vous voulez, c'est, encore une fois, c'est une extension du problème d'origine, c'est-à-dire un problème indémerdable. Donc voilà, oui, les Gazaouites continuent à se faire massacrer. Et maintenant, souvenez-vous, je vous avais dit, vous verrez, la Cisjordanie, elle passera aussi à la moulinette. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors oui, ça manifeste. Ça manifeste en Europe, en France, aux États-Unis aussi. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ceux qui manifestent pour la Palestine sont forcément des démocrates, sont forcément des progressistes. Or, il semblerait que le fossé est définitivement creusé entre l'Amérique progressiste qui va voter démocrate, Kamala Harris, les yeux fermés, et cette partie de l'électorat démocrate qui semble un petit peu désespérée de voir que Biden ou même Kamala Harris ne pas prendre position pour la Palestine. Bah oui, mais attendez les gars, vous le savez, Washington fonctionne avec quoi? Avec des copinages, avec des influences, avec l'empire de la finance.
quels sont ceux qui détiennent parfois les leviers de l'empire de la finance, de la presse, du 7e pouvoir. Ah oui, là, évidemment, il y en a un d'entre vous qui va peut-être me laisser un commentaire. Ouais, ben la France aussi. Hein. Qui? De qui vous parlez? Attention. Attention, l'épée de Damoclès. De l'antisémitisme pèse sur votre tête. Ah oui, non mais c'est effrayant. C'est effrayant parce que la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'expression, bah, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, si vous exprimez un peu trop haut et fort votre opinion sur un sujet, mais que ça ne rentre pas dans la doctrine, dans la bien-pensante, bah, vous risquez de tomber sur un connard ou une connasse qui va vous casser les couilles en disant « Oui, c'est inadmissible ce que tu viens de dire, tu te rends compte, c'est inhumain, t'es un facho !» Mais ta gueule! C'est vous les fachos, puisque de plus en plus vous commencez à démontrer votre vrai visage, à vouloir censurer, vouloir interdire, vouloir punir celui qui ne pense pas comme vous, celui qui pose les bonnes questions, celui qui remet en cause la doxa, la doctrine, la religion. C'est exactement le sujet avec l'immigration. Hein. Oui, alors, c'est vrai qu'en effet, en ce moment, on constate qu'il y a des gens qui ne respectent pas le code de la route, hein, qui font des délits de fuite. Ah non, excusez-moi, c'est plus délit de fuite, c'est refus d'obtempérer. Oui, parce que refus d'obtempérer, c'est moins brutal que délit de fuite. Délit, c'est négatif. Fuite, responsabilité. Alors que refus d'obtempérer, tu laisses encore une option de dire oui, enfin il a refusé. Est-ce qu'il a le droit de refuser? Bah oui, il a le droit. Mais est-ce qu'il a le droit de refuser d'obtempérer? Normalement non, mais bon, vous savez, on peut trouver des circonstances atténuantes. Comme ce jeune de 19 ans hein, qui a tué la gamine là. Alors oui, ce qui est assez amusant, c'est que la gamine est issue d'une famille d'origine algérienne. Donc là, ah bah oui, bah comme quoi, hein, vous voyez, hein, c'est pas qu'une question d'immigration. Hein. Les victimes sont aussi des gens issus de l'immigration. Ben oui, bien sûr. Quand on parle de l'immigration qui a un lien avec la criminalité, c'est parce que des gens issus de l'immigration exportent ou importent, certaines conceptions culturelles totalement incompatibles avec la société française, avec la République. Donc c'est pour ça qu'ils deviennent délinquants, puisqu'ils refusent les règles qui s'imposent à eux en tant qu'étrangers vivant en France. Donc, il est là le lien avec l'immigration. Après, c'est un problème d'éducation. Et le problème d'éducation, il ne touche pas une origine, une couleur de peau, il touche simplement, encore une fois de plus, les origines sociales, en effet, parfois liées avec l'immigration, etc. Mais que vous soyez blanc, noir, gris, jaune, vert, si vous êtes con, vous êtes con. Si vous êtes une pourriture, vous êtes une pourriture. Après, oui, peut-être qu'il y a en effet des contextes, des situations sociales, économiques, religieuses, qui parfois vous poussent à être un véritable connard ou une connasse. Ça aussi, hein, ça existe. Mais on ne va pas faire de généralité. Le fait est, c'est que, en réalité, la véritable responsabilité, c'est tout simplement l'État. C'est la justice, c'est le législateur qui, par clientélisme politique, eh bien, assouplit les règles, assouplit la justice. Sauf qu'en assouplissant, vous savez aussi bien que moi que malheureusement, comme toute chose,
Il y a toujours des gens pour profiter de la situation, pour abuser de la situation. Et donc du coup, le problème c'est que si vous n'avez pas substitué les lois que vous avez supprimées, qui étaient trop répressives, par quelque chose d'autre pour quand même mettre une épée de Damoclès sur la tête des indigents, faut pas s'étonner si finalement il y en a certains qui finissent par faire n'importe quoi. Faut pas s'étonner que des gens dans la société finissent par être complètement déresponsabilisés, infantilisés, immatures, finir même par s'ensauvager, devenir des véritables barbares par l'obtention, l'application, la concordance de certains principes, de certaines valeurs, de certains codes liés à la consommation, liés aux réseaux sociaux, liés au cinéma, liés à la télévision, aux jeux vidéo. Fomenter des gens qui ne savent plus faire la part des choses entre la fiction et la réalité. Mais attendez, nos anciens, quand ils lisaient des livres de science-fiction, des polars, des thrillers, des livres à l'eau de rose, etc., que je sache, ils n'ont pas plongé la tête la première en prenant ce qu'ils lisaient, qui étaient des fictions, comme étant des reflets ou des miroirs de réalité. Enfin, je ne sais pas. Bon, peut-être, en effet, on peut imaginer que les femmes qui lisent des romans à l'eau de rose se laissent un petit peu emporter par l'image du prince charmant et qu'arrivées à 45 ans, elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont toujours pas trouvé un mec parce que, tout simplement parce que tu as mis la barre peut-être un peu trop haut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On en revient toujours au même problème. Le décalage entre la réalité et la vie sociale, la vie économique de certaines personnes. Et qui plus est, les amène à un moment donné à emprunter des idéologies qui pour eux sont des idéologies humanistes, droits de l'homiste. Sauf que le problème, c'est qu'il faut faire la part des choses entre le réel, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire, avec les moyens qu'on a, la réalité, et le rêve, l'utopie, le paradis. Parce qu'il y en a quand même qui vivent à côté de la plaque. Faut pas se le cacher. Pas se cacher que, plutôt particulièrement chez les gauchistes, vous avez des gens qui sont d'une certaine véhémence, on va dire, parce que justement, ils sont convaincus que leurs idées sont les seules idées valides qui ont le droit de citer, et pas les vôtres. Sauf que, il y a un moment donné où vos idées, malheureusement, elles sont générées par des gens qui travaillent essentiellement avec de la généralité, avec de la simplicité, au point de vous parler parfois comme si vous étiez des gamins de 5 ans, comme si vous étiez des crétins. D'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les filles sont en train de communiquer sur le fait qu'ils vont faire une procédure de destitution. Oui, parce que 80% des Français ne savent même pas comment ça fonctionne. Donc évidemment on peut leur faire croire au Père Noël, ces gens-là. Oui, excusez-moi du peu de dire que 80% des Français ne savent même pas d'ailleurs comment fonctionne réellement la République. Non, parce que il y a 20 ans, on pouvait se foutre de la gueule des Américains, vous savez, avec ces radios-trottoirs où les Américains sont incapables de te foutre où se trouve Paris, Berlin, où se trouve l'Australie, etc. Mais attendez, regardez en France. On commence à voir les mêmes, hein. Déconstruction de la société. La déconstruction de la société, ça passe par la déconstruction de l'intelligence.
construire non pas une société intelligente, mais une société de crétins. Ça vous rappelle pas quelque chose? Mais si, vous savez, ce film-là, ce film dont certains disent aujourd'hui que c'était logiquement une fiction et que c'était pas un documentaire. Film américain réalisé par Spike Jonze et qui prend de plus en plus de crédit lorsqu'on voit des gens qui, même dans des discussions, dans des débats, essaient de vous convaincre qu'ils ont raison, que leurs arguments, qui n'en sont pas, parce que c'est essentiellement des convictions, ce n'est pas des arguments, finalement, ils n'arrivent pas à étayer, ils n'arrivent pas à crédibiliser leur opinion, leur façon de penser. Et qu'en raison, ces gens-là, quand tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils ont face d'eux quelqu'un qui sait raisonner, qui sait réfléchir, qui sait user de factuel, et bien malheureusement, c'est les mêmes gens qui à un moment donné vont finir par couper court. Oui, de toute façon, t'as des idées fachos, t'as des idées d'extrême droite, etc. Sauf que ça aussi, à un moment donné où ça ne peut pas fonctionner. Alors oui, même en France, vous avez des gens qui réussissent à vous convaincre que les Américains qui votent Donald Trump sont des crétins. Peut-être que c'est un petit peu trop péjoratif. Peut-être que c'est un peu trop caricatural. Parce que comme je vous l'ai dit, on réussit à convaincre des gens de ne même pas écouter Trump. Sauf que Trump, il y a deux lectures à avoir. Il faut toujours dissocier la forme et le fond. La forme, on est d'accord, c'est une catastrophe. C'est des propos à l'emporte-pièce, c'est n'importe quoi, c'est infantile, c'est matu, etc. Mais dans le fond, il y a des moments où dans le fond, Donald Trump, je suis désolé, il ouvre le couvercle sur des véritables questions, des véritables problèmes. Sur lesquels il sait pertinemment qu'il y a une partie de l'Amérique qui se sent concernée. Tenez, un titre d'exemple. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui il y a des Afro-Américains qui votent pour Donald Trump? Alors, en général, ce sont des Afro-Américains plutôt religieux, pratiquants, voire même très pratiquants. Mais c'est surtout des Afro-Américains qui se rendent compte que, en effet, l'immigration massive aux États-Unis, qui est une immigration, allez à 90% de pays d'Amérique latine, c'est parce que les Américano-latins ont une fâcheuse tendance dans certains secteurs d'activité à remplacer les Afro-Américains. Alors, pour des diverses raisons, bonnes, mauvaises, peu importe, mais c'est un fait. Vous avez aujourd'hui des secteurs d'activité où les Afro-Américains étaient quand même relativement présents et qui aujourd'hui sont en train petit à petit de se faire remplacer par les Latinos, par les Hispaniques. Donc forcément, il y a des Afro-Américains qui se disent, les démocrates, pendant 8 ans, on avait Obama, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Rien. Au contraire, il a ouvert le robinet. Donc si aujourd'hui des Américains n'arrivent pas à trouver du boulot, si les Américains n'arrivent pas, en tant qu'investisseurs, à s'en sortir, etc., c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une très farouche et très brutale concurrence de la part des Hispaniques. Les Hispaniques qui savent exploiter les failles du système. Mais à la limite, est-ce qu'on peut les blâmer? Non. On ne peut pas les blâmer. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que c'est souvent des Hispaniques qui payent des impôts. Comme moi.
paient des impôts sur ce qu'ils travaillent et qu'ils déclarent officiellement. Après, ils ont des activités au black. Mais c'est des bosseurs. Ce qui n'est pas forcément le cas des Afro-Américains. Attention, non, ne me dites pas que je suis raciste parce que je fais de l'amalgame ou de la caricature. Non, je ne fais pas de l'amalgame et de la caricature. C'est une réalité. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est tous les Afro-Américains. Vous avez des Afro-Américains qui sont des bosseurs. Et généralement, ceux-là arrivent à s'en sortir très bien. Tant socialement qu'économiquement. Mais il y a une partie de leur communauté où... Et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, personnellement, c'est ce que j'ai constaté. Les Afro-Américains qui sont véritablement bosseurs, dans 99,9% des cas, ce sont des Afro-Américains qui sont issus de familles de l'esclavagisme américain. Ce sont des descendants d'esclaves. Les autres, ceux qui ont le poil dans la main, en grande majorité, c'est souvent des Afro-Américains qui se font passer pour des gens descendants de l'esclavagisme, alors qu'en réalité, pas du tout. Ce sont généralement des 2e, 3e générations d'une immigration très contemporaine de pays noirs africains aux États-Unis. Ou voire même Antilles, Caraïbes. Mais très souvent, les Afro-Américains sur lesquels on constate des problèmes, c'est souvent des Afro-Américains qui ne sont pas du tout issus des familles d'esclaves. Bon, après, statistiquement, c'est un peu compliqué. Je veux bien l'admettre. Parce que suivant l'endroit, suivant les endroits où vous allez faire votre étude, etc., peut-être que les résultats risquent forcément de changer. C'est évident que vous aurez un melting pot beaucoup plus accru sur les États du Nord-Est que sur les États du Sud. Puisque dans les États du Sud, énormément d'Afro-Américains sont des descendants d'esclaves. Alors que dans les États du Nord, même s'il y a eu énormément de vagues de migration d'Afro-Américains au XIXe siècle affranchis pour aller dans les États progressifs, dans les États où l'esclavage était aboli, le problème c'est que même dans les années 60, les derniers soubresauts de la discrimination, de la ségrégation ont fini par céder. Beaucoup de ces Afro-Américains du Nord, issus des familles d'esclaves, sont redescendus en réalité dans leurs états de racines, on va dire. Savoir qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui vivent aujourd'hui en Mississippi, Louisiane, Alabama, Floride. Même si la Floride, c'est pareil, c'est compliqué parce que faut savoir que la Floride a été le premier État qui a reçu tous les flots, toutes les vagues de Cuba. Caroline du Sud, Caroline du Nord, Géorgie, surtout la Géorgie, raison pour laquelle dans la précédente vidéo je vous ai parlé de la Géorgie qui est actuellement une énorme bataille entre Trump et Harris pour savoir qui va réussir à faire basculer l'État à son intérêt. Donc si vous voulez, la problématique aujourd'hui, elle est là. Et que ça modifie, ça change les curseurs de la politique intérieure du pays sur la façon de considérer un électorat, sur la façon d'essayer de séduire l'électorat. Et là-dessus, force est de constater que les républicains, avec Donald Trump, ont réussi à séduire un électorat qui n'était pas forcément pro-Trump, mais qui ne voulait plus des démocrates, et surtout pas d'Hillary Clinton en 2016. Bon.
un électorat qui en partie a été déçu par Donald Trump, donc qui s'est retourné sur un vote anti-Trump en votant pour Biden. D'où la raison d'ailleurs pour laquelle Biden a gagné la Géorgie en 2020. Donc si vous voulez, mais en fait, en réel, finalement c'est exactement comme en France. C'est-à-dire qu'on a une proportion assez importante d'Américains qui ne voient que le bout de leur nez, qui sont très nombrilistes et qui ne se posent pas les bonnes questions. En se disant, mais finalement, les démocrates comme les républicains, ils nous disent ceci, cela, ils vont faire ceci ou cela, mais est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'il y a l'argent dans les caisses? Est-ce qu'il y a une volonté politique fédérale dans ce sens? Regardez ce qui s'est passé avec le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement à l'échelle fédérale a fini par sauter. Encore une fois, les médias ont un peu englobé le truc, etc. Moi, j'ai lu des gens qui m'ont dit « Oui, mais de toute façon, aux États-Unis, regarde, ils ont aboli le droit à l'avortement. » J'ai dit « Non, ils n'ont pas aboli le droit à l'avortement. Ils ont supprimé le droit à l'avortement à l'échelle fédérale, mais après, tous les États font ce qu'ils veulent. Vous avez des États où, aujourd'hui, vous avez parfaitement le droit d'avorter. C'est seulement qu'à l'échelle fédérale, il n'y a plus d'obligation d'accepter le choix de certains Américains à avoir le droit, surtout les Américaines, d'avoir le droit à l'avortement. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez bien. Avant, une femme qui vivait dans un état où l'avortement est compliqué, elle pouvait très bien aller dans un autre état et se faire rembourser par son assurance santé les remboursements et les frais de santé de son avortement. Parce qu'elle était protégée par la loi fédérale. Donc si son assurance santé n'avait aucune restriction par rapport à ça, bon, d'ailleurs il y en a très très peu qui le font, c'est pas très populaire on va dire, sauf qu'aujourd'hui les sociétés d'assurance santé peuvent très bien dire vous n'avez pas un droit fédéral de vous faire avorter, donc vous avez le droit de vous faire avorter dans un autre état, mais nous on a le droit de ne pas rembourser parce que vous ne faites pas cet avortement dans notre état. Mais je ne peux pas le faire dans notre état puisque... désolé. Oui, non, mais vous allez me dire c'est idiot et stupide. Mais ouais, mais c'est malheureusement, ça fonctionne comme ça aux États-Unis. Ça pinaille, surtout les assurances santé privées. Si elles voient un petit défaut, un petit truc, machin, alors là, elles vous sautent au nez en disant ouais, vous voyez, on ne peut pas vous rembourser parce que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Parce que vous n'avez pas fait ci, parce que vous n'avez pas fait ça. Ah oui, attention, tout ce qui est monnaie, tout ce qui est argent, c'est hyper calculé. Si vous sortez des clous en pensant que vous avez le droit de sortir des clous, je vous rappelle, aux États-Unis, une assurance santé, quand vous prenez un contrat, vous avez un questionnaire. Ce questionnaire, vous devez y répondre franco. Si vous détournez le questionnaire sur certaines questions parce que vous dites ouais mais là je risque de taper un malus, etc. Ouais mais c'est un peu le problème. Je vous ai raconté cette histoire des fumeurs. Vous avez beaucoup d'Américains qui pour pouvoir avoir une assurance santé déclarent qu'ils sont non-fumeurs. Sauf que le jour où ils sont malades et qu'un médecin les ausculte, là, ouais, non, fatalement, ça s'entend. Ne serait-ce que déjà au niveau des poumons. Et le médecin, lui, il a une responsabilité. C'est-à-dire que s'il se rend compte que la personne est un fumeur alors qu'il a déclaré qu'il était non-fumeur, une fois que c'est déclaré dans le rapport au niveau de l'assurance santé, l'assurance santé, elle le fait sauter.
C'est même pire, hein, il y a certaines assurances santé qui peuvent porter plainte contre vous pour faux témoignages. Enfin, fausse déclaration. C'est-à-dire pendant peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas, vous avez bénéficié d'un prix de votre assurance que logiquement vous auriez dû payer plus cher parce que vous êtes fumeur. Ah oui, non mais c'est... Money's money, comme on dit. Alors vous imaginez bien que si jamais ce modèle-là arrive en France... Alors par contre, oui, il y a peut-être pas mal d'étrangers qui se diraient « Ouais, bah finalement, ça vaut plus le coup de rester en France, hein, on va retourner chez nous. On va aller voir ailleurs. » Ouais, parce que le système social français, il a quand même ses avantages, on va dire. Donc, comme je vous disais, à l'heure actuelle, c'est difficile à dire aux États-Unis qui a le plus d'avance que l'autre. Tout comme en France, c'est difficile de dire « Oh bah Macron, quand est-ce que tu vas te décider ?» Alors, en effet, il y a quand même un postulat, il y a quand même une question que des Français font remonter auprès d'officiels, mais les officiels, on a l'impression que oui, enfin, vous comprenez, non, justement, on ne comprend pas pourquoi. Donc expliquez-nous. Ou alors dites-nous franchement, finalement, peut-être que la Ve République, elle n'est plus du tout adaptée. Elle n'est plus du tout adaptée à notre temps, à notre époque. Elle n'est plus du tout adaptée aux arrivismes, aux ambitions personnelles de certains politiciens, de certaines idéologies. Donc, Macron, il fait mumuse. Il n'assume pas sa responsabilité en tant que président de la République, président des Français. Il s'amuse parce qu'il a été élu président dans des circonstances dont on sait pertinemment qu'il ne l'a pas été par le choix majoritaire des Français, mais parce qu'on a voulu faire barrage au Rassemblement national. Mais le problème, c'est que il vous dit oui, je m'engage à cette responsabilité que les Français m'ont donnée. J'entends bien que je n'ai pas été élu par une majorité de Français pour ma politique, etc. Du blablabla, parce que derrière, de toute façon, c'est je vous emmerde, je vous ai bien baisé, donc maintenant c'est moi le patron. Je vais continuer à démolir le pays, je vais continuer à installer le chaos, je vais nommer les gens les plus incompétents, les plus arrivistes, les plus tarés aux hautes responsabilités pour essayer de vous pousser, vous autres les Français, à finalement commencer à vous tuer. C'est ça son objectif. Bon, même si il n'a pas d'autre choix, hein, en 2027, il va être obligé de céder la place. Mais, encore une fois, souvenez-vous, parce que je précise quand même qu'à part Asselineau et Philippot, personne d'autre vous en a parlé. Peut-être Dupont-Aignan, peut-être encore, je ne sais pas. De ce projet de révision des traités européens. Vous savez ce truc dont je vous ai parlé il y a maintenant plusieurs mois, qui consisterait tout simplement à installer ou à modifier les statuts de la Commission européenne et du Parlement pour leur donner plus de pouvoir. Plus de pouvoir, ça veut dire un accord officiel de la part des États-nations membres de l'Union européenne sur un transfert beaucoup plus important de souveraineté, dont une souveraineté législative. Et le petit père Macron, lui, ce qu'il rêve, c'est que le jour où ça va se produire, le jour où ça va changer, il se rêve à la place de Van der Leyen, c'est-à-dire président. Alors ça ne s'appellerait pas la Commission européenne, ça s'appellerait l'exécutif européen, et d'être président finalement de l'Europe. C'est son rêve. La France, il n'en a plus rien à foutre. Lui, il a fait le boulot.
Il a complètement détricoté la santé, l'éducation, la justice, la police, l'économie. Voilà. Alors, tout ce que je vous dis là, évidemment, peut-être que certains d'entre vous vont dire « Oui, mais tu nous as déjà raconté tout ça. » Je dis « Oui, mais il y a des nouvelles personnes qui viennent aujourd'hui sur cette chaîne. » Bon, je sais, récemment, il y a des vidéos qui n'ont pas dépassé les 50 vues. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Merci les algorithmes YouTube. Parce que c'est vrai que depuis mon strike, mes vidéos, on a l'impression qu'elles sont en fait pour petit comité. Mais à la limite, je m'en fous. Au moins, j'ai peut-être la liberté de dire ce que d'autres ne peuvent pas dire. Jusqu'au moment où un mec se voit sur ma vidéo et qu'il scrute ma vidéo et qu'il se rend compte que je dis des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il est interdit de dire, et qu'il me dénonce à YouTube. Et puis, j'aurai un deuxième strike. Et puis au troisième strike, la chaîne, elle va disparaître. Et finalement, tout ce que j'aurais pu dire dans toutes mes vidéos, tombera dans l'oubli. Parce que force est de constater que ça devient de plus en plus compliqué et difficile d'essayer d'avoir des oreilles sur les réseaux sociaux pour essayer de faire comprendre qu'il y a un moment donné, il faut peut-être se retirer de la merde à la fois dans les oreilles mais aussi dans les yeux. Parce que le jour où ça va vous tomber dessus, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Je vous tiens au courant de l'actualité, de ce qui se passe, de ce qui se dit. Peut-être que demain, on aura enfin un nom pour Matignon, allez savoir. Mais attention, je vous préviens, celui qui sera mis à Matignon, de toute façon, il sera en terrain miné. Donc le moindre faux pas qu'il fera, en dehors des clous, en dehors des ordres que Macron lui donnera, sautera. Quant à ceux qui pensent que LFI ou le NFP, c'est surtout les LFI, ils disent oui, si un gouvernement avec aucun ministre du nouveau Front Populaire, nous ferons une motion de censure. Ben oui, mais tu peux faire une motion de censure, de toute façon, tu n'auras pas le vote. Puisque de toute façon, la Macronie, les Républicains et le Rassemblement National, ils voteront non à ta motion de censure. Donc, encore une fois, vous faites un show. Un show sur un truc dont vous savez pertinemment que ça mènera nulle part, que c'est dans une impasse. Mais ça, ils aiment bien, les filles, essayer de faire croire au Père Noël à des gens. Parce que ça marche. Il suffit de voir les réseaux sociaux, les gens, les commentaires que certains font, etc. Vous dites, mais putain, waouh! Ceux-là, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Allez, à la revoyure, portez-vous bien et suivez l'actualité.